La Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui encore considérée comme le conflit le plus brutal de l'histoire de l'humanité. Une période au cours de laquelle l'Europe en particulier s'est embrasée, les cartes ont été redessinées et les nations ont sombré dans l'abîme. À quelques exceptions près. En effet, quelques États ont réussi à rester complètement en dehors du conflit et à échapper au tourbillon de la destruction. Et l'un de ces États est le Portugal. Sous la direction du dictateur António de Oliveira Salazar, le Portugal a navigué dans les eaux dangereuses de la confrontation mondiale en conservant une neutralité apparemment inébranlable. Mais derrière cette façade d'impartialité se cache une histoire pleine d'intrigues, de manœuvres et de jeux politiques. Alors que les puissances européennes et mondiales s'affrontaient, le Portugal jouait son propre rôle, tout en finesse. Que faisait donc exactement le Portugal pendant la guerre mondiale? Comment a-t-il réussi à rester neutre? Et dans quelle mesure était-il impartial dans la réalité? Toutes ces questions passionnantes sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Le Portugal en 1932. Après de brèves années de démocratie, la Première République portugaise, comme tant d'autres pays européens, tombe aux mains de forces plus radicales. Au Portugal, il s'agit d'António de Oliveira Salazar. Celui-ci élimine peu à peu toutes les institutions démocratiques et proclame un an plus tard l'Estado Novo, le nouvel État. Celui-ci se caractérise par une structure de pouvoir centralisée, un fort nationalisme et une idéologie catholique conservatrice. La nouvelle constitution de 1933 assure à Salazar un pouvoir quasi illimité, en interdisant les partis politiques et en limitant fortement les libertés civiles. Il se fait donc de facto le seul dictateur, un peu comme Mussolini en Italie et Hitler en Allemagne avant lui. Et c'est là que commence déjà le dilemme de Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une part, il se sentait lié idéologiquement et politiquement aux dictatures fascistes en Europe, notamment plus tard à Franco en Espagne et, dans une certaine mesure, aux puissances de l'Axe. Il considérait ces dernières comme des partenaires naturels, capables d'offrir des matières premières importantes et un soutien militaire. D'autre part, le Portugal était étroitement lié à la Grande-Bretagne depuis des siècles par le traité de Windsor, 1386, ce qui impliquait une alliance et une obligation particulière vis-à-vis des alliés. En effet, l'alliance anglo-portugaise, vieille de 550 ans, était considérée comme la plus ancienne alliance d'Europe et le Portugal en particulier en profitait largement. Dans les années 1930, la politique étrangère de Salazar était donc marquée par un fort isolationnisme. Il était déterminé à tenir le Portugal à l'écart des tensions et des conflits internationaux qui touchaient de plus en plus l'Europe. Néanmoins, il commença en même temps à préparer son pays à une guerre prolongée. Même s'il savait qu'il n'était pas directement menacé en raison de sa situation géographique en marge de l'Europe. La grande crainte était alors surtout la perte des territoires d'outre-mer. En effet, le Portugal possédait encore de nombreuses colonies qui, en raison de leur mauvais développement économique, ne pouvaient toutefois pas se défendre suffisamment contre des attaques militaires. En cas de guerre maritime, le commerce pourrait s'arrêter complètement et le Portugal serait coupé de ses territoires. C'est pourquoi Salazar a maintenu sa neutralité même après le début de la guerre. Dans sa déclaration, Salazar a souligné que le Portugal resterait neutre, conformément à sa tradition de neutralité et en accord avec sa ligne de politique étrangère pendant la Première Guerre mondiale. Auparavant, il avait déjà été convenu que l'alliance anglo-portugaise resterait intacte, mais que le Portugal n'aurait pas à soutenir activement les Britanniques dans la guerre. Parallèlement, il y avait aussi des négociations avec les puissances de l'Axe, notamment sur des accords économiques. Il s'agissait en particulier du commerce du tungstène. L'Allemagne avait un besoin urgent de ce matériau pour la fabrication d'obus perforants et d'autres équipements militaires, et le Portugal était disposé à le fournir en grande quantité.
Le commerce du tungstène permettait en effet au Portugal d'engranger d'importantes recettes en devises, ce qui contribuait à la stabilisation de son économie. D'autres accords ont ensuite été conclus avec les puissances de l'Axe. Salazar a également entretenu des relations étroites avec le dictateur espagnol Franco. En 1939 encore, le Pacto Ibérico, le pacte ibérique, a été conclu et comprenait une déclaration mutuelle de non-agression. Il prévoyait en outre que les deux pays coopéreraient en cas de menace extérieure afin de garantir la sécurité et la stabilité de la péninsule ibérique. Le Portugal dansait donc véritablement sur tous les tableaux et essayait de profiter au maximum de toutes les parties. C'est ainsi que ce petit pays situé à la périphérie de l'Europe est devenu, dans les années 1940, un point de fuite central pour les personnes venues de toute l'Europe. Jusqu'à 1 million de réfugiés ont fui vers l'étranger via le Portugal. Non seulement les Juifs, mais aussi les dissidents politiques, les artistes, les écrivains et les intellectuels qui ont échappé au fascisme en Europe ont trouvé refuge au Portugal ou ont poursuivi leur route vers l'Amérique. D'autre part, il devint également un lieu de refuge pour les espions et les agents des deux camps en guerre et un lieu d'exil pour la noblesse européenne. Les espions des Alliés et des puissances de l'Axe, y compris le MI6 britannique, l'OSS américain, Office of Strategic Services, l'Abwehr allemand et le NKVD soviétique, étaient actifs à Lisbonne. Ce n'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la guerre que la pression diplomatique sur Salazar s'est accrue, en particulier de la part de son allié, la Grande-Bretagne. En 1942, il a donc introduit un système strict de quotas d'exportation. Selon ce concept, tous les belligérants devaient recevoir la même quantité de matières premières, en particulier le tungstène, essentiel à la guerre. Les exportations vers l'Allemagne ont ainsi chuté, ce qui a fait craindre à Salazar d'être bientôt lui aussi exposé à l'agression hitlérienne. Et ces craintes n'étaient pas infondées. Des sous-marins allemands ont régulièrement coulé des navires portugais. Salazar craignait particulièrement une occupation allemande des îles portugaises, dont Madère, les Açores et le Cap-Vert. Et c'est ainsi qu'en 1943, la politique de neutralité portugaise a pris un tournant strict. En août, le Portugal signa un accord par lequel il louait aux Britanniques des bases aux Açores. Peu de temps après, un accord similaire a été conclu avec les États-Unis. En effet, le vent de la guerre avait tourné et les puissances de l'Axe se trouvaient désormais sur la défensive. Le Portugal considérait donc le soutien des Alliés comme le meilleur moyen de protéger son empire colonial. Et sans le savoir, il déclencha ainsi un tournant dans la guerre de l'Atlantique. En effet, cela permettait aux Alliés de couvrir la brèche de l'Atlantique central par les airs et ainsi de chasser les sous-marins et de protéger les convois d'outre-mer. De plus, le temps de vol des avions américains a presque été divisé par 2, passant de 70 à 40 heures. Auparavant, il faisait un détour par le Brésil et l'Afrique de l'Ouest. Mais le Portugal était également exposé à un autre théâtre de guerre en raison de ses colonies, la guerre du Pacifique. Le 17 décembre 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, des troupes néerlandaises et australiennes ont débarqué au Timor portugais, violant ainsi la souveraineté portugaise. En 1942, le Japon a ensuite envahi l'île de Timor sous prétexte d'autodéfense. Et Macao s'est également retrouvé isolé après la conquête japonaise de territoires voisins de la Chine et la chute de Hong Kong. Même si le Japon n'a pas réussi à conquérir la colonie, le gouvernement de Macao a été contraint d'accepter des conseillers japonais qui ont désormais contribué à diriger les affaires. En 1945, la colonie a été attaquée 2 fois par erreur par les Américains, ce qui a conduit le gouvernement américain à verser des indemnités. Par ailleurs, les Portugais ont commencé à collaborer avec les Alliés dans le Pacifique afin de protéger les autres colonies des Japonais. Grâce au soutien supplémentaire apporté par les bases des Açores et à d'autres aides logistiques,
le Portugal a consolidé ses relations avec les puissances occidentales. Finalement, il suspendit complètement les échanges commerciaux avec l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Il s'est ainsi rangé à temps du côté des vainqueurs et Salazar est sorti grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Le Portugal a survécu aux horreurs de la guerre, non seulement physiquement intact, mais aussi nettement plus riche. Et malgré ses traits fortement autoritaires, Salazar a continué à être soutenu par l'Occident après la guerre. Le Portugal a été intégré dans le plan Marshall et a été l'un des membres fondateurs de l'OTAN. De plus, Salazar a réussi à maintenir son empire colonial jusqu'à la fin. Il était le dernier État à posséder encore des colonies en Afrique, alors que le reste du continent était déjà indépendant. De plus, Salazar a pu maintenir son régime autoritaire jusqu'en 1968, grâce à l'approbation de l'Occident. Ce n'est qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'a gravement affecté et a fortement limité sa capacité à gouverner, qu'il a pu être déstabilisé. Il est décédé en 1970. Dans un premier temps, ses successeurs ont maintenu le système autoritaire. Mais après plusieurs guerres coloniales brutales et la révolution des œillets, la dictature a été renversée et le Portugal est devenu un État démocratique.